Evocano. Dans cette scène de Stromboli de Roberto Rossellini, plusieurs actions se succèdent qui exposent le sujet du film, déclenchent son histoire et annoncent même la suite des péripéties. Le peintre classique n'avait pas, bien sûr, cette capacité de jouer avec la dimension temporelle. Il lui fallait exposer son histoire dans une image à 2 dimensions, donnée à voir d'un seul coup au spectateur. Il lui fallait donc ruser. Peint vers 1471 par Hans Memling, ce vaste panorama rassemble en plus de 20 scènes la Passion du Christ. Des épisodes qui se sont étalés sur plus d'une semaine sont montrés ensemble, en un seul lieu, Jérusalem et ses environs. Au sommet de la colline, la scène de la crucifixion. Le ciel s'est assombri. Sur une autre colline, mais bien sûr c'est la même, est figurée la descente de croix. Lorsque Memling, au XVe siècle, met en image la vie du Christ, il poursuit l'œuvre assignée aux peintres par l'Église d'Occident dès le VIe siècle. Peindre ce qu'il faut adorer. L'Église, seule commanditaire des peintres, est peu à peu supplantée par les rois, les princes, les riches marchands. Une autre façon de raconter une histoire est de la découper en unités narratives. À chaque image correspond un épisode. En 1622, Marie de Médicis commande à Pierre-Paul Rubens 24 tableaux consacrés à la très glorieuse vie et aux actions héroïques de la reine. La réalisation des 24 toiles est un grand défi. La vie de la reine a été peu glorieuse, son action très contestable. Et la reine, plutôt laide, n'a rien de gracieux. Rubens imagine donc d'illustrer cette vie par des scènes mêlant réalité et allégorie, seule façon d'éluder les moments délicats comme la brouille entre Marie de Médicis et son fils Louis XIII. La peinture permet aussi de transformer cette reine en fière amazone. Ou en déesse bellone conquérante. De montrer Henri IV et Marie de Médicis sous les traits de dieux de l'Olympe. Partout des sirènes au corps généreux, des déesses nues, des dieux protecteurs, des génies zélés, des amours, des draperies richement colorées. Ce magnifique ensemble épique et baroque est plus qu'un simple récit, c'est une œuvre de propagande pour une reine contestée et cependant grand mécène, et aussi une œuvre à la gloire de la peinture. D'autres défis se posent aux peintres. Comment montrer le moment le plus fugitif d'une histoire? Le geste est parfois si bref qu'aucun œil n'est capable de le retenir. Et pourtant, comment évoquer la violence d'une scène de meurtre, sinon en saisissant l'instant précis où le sang gicle? Moment en suspens, sorte d'arrêt sur image. Artemisia Gentileschi a représenté 2 moments de l'histoire de Judith et Holoferne. Dans le second tableau, l'acte a été accompli. Les 2 femmes viennent de tourner la tête en un geste brusque. Elles se sont immobilisées, épiant le moindre bruit. La tension des corps est accentuée par la diagonale nette, claire, du bras de la servante. Mais le danger est là, qui guette.
Le lourd cimeterre que Judith tient d'une main ferme est proche de son cou et de sa poitrine, qui sont très clairs. Au rouge du sang répond le rouge de la doublure de la manche de Judith. À toutes ces stridences s'oppose le calme des deux femmes. La tête d'Holoferne elle-même semble reposée, paisible. Judith est attentive. Aucune angoisse ne se lit sur son visage. Seuls ses cheveux, encore en désordre, indiquent la violence passée. Elle est tout entière immergée dans la mission qu'elle s'est donnée et qu'elle veut accomplir sans faiblesse. Et en cet instant immobile, l'histoire n'est pas tout à fait achevée. Peut-être la dernière toile de Peter Bruegel l'Ancien. Elle date de 1569. Dans un cadre paisible, quelques maisons autour d'un clocher. Au premier plan, un alignement de personnages bizarres barre tout le paysage et s'impose d'emblée à notre regard. Vêtus de larges manteaux, ils se tiennent par l'épaule et portent de longs bâtons. Ils sont aveugles. Et soudain, nous comprenons le sens de cet ample mouvement qui forme une diagonale descendante. Ils s'approchent de nous, tandis qu'ils avancent sur le chemin pentu. Le dernier personnage se guide par le bâton qui le relie à celui qui le précède. De même, celui-ci et ses deux autres compagnons se tiennent par l'épaule. Le quatrième tient un bâton qui le relie au cinquième. Mais celui-ci est entraîné dans un mouvement de chute vers l'avant. Il est prêt à rejoindre à terre le premier aveugle qui a franchi le ravin et à basculer dans la petite rivière. Et on sent que dans sa chute, il va entraîner tous les autres aveugles. Ce lent et inexorable mouvement nous est d'autant plus perceptible que toutes ces phases sont représentées en une dynamique implacable. Les derniers de la file sont encore d'aplomb sur le chemin, tandis que les autres sont de plus en plus obliques, jusqu'à la chute finale. Bruegel, en racontant dans cette parabole des aveugles une histoire qui va se dérouler en quelques secondes, a aussi illustré, avec une étonnante science de l'observation, la décomposition du mouvement qui sera animé 3 siècles plus tard, grâce aux études d'Étienne Jules Marais. Les peintres cubistes et futuristes mettront en application ces principes avec parfois beaucoup d'humour. Faute de documents d'époque, les tableaux n'offrent pas toujours une histoire immédiatement déchiffrable. C'est le cas de la flagellation de Piero della Francesca, dont le sens précis nous échappe. Qui sont ces 3 personnages ? Est-ce Bessarion, le représentant de l'Église d'Orient? Est-ce le fils du duc de Montefeltre? Est-ce le commanditaire du tableau? Et pourquoi ce Turc s'avance-t-il vers le Christ flagellé? Presque toutes les hypothèses s'accordent cependant pour voir dans ce tableau une incitation à défendre l'Église d'Orient menacée par les Turcs. De même, que raconte le concert champêtre, commencé par Giorgione et achevé par Titien? Pourquoi ces femmes déshabillées avec des hommes habillés? Pourquoi l'une d'elles verse-t-elle de l'eau dans un puits? C'est un tableau qui ressemble à un poème allégorique mais qui demeure quelque peu ésotérique. Lorsque Manet, des siècles plus tard, reprend le thème avec son Déjeuner sur l'herbe, il se heurte à l'incompréhension. Le spectateur ne peut traduire cette image que comme une scène de débauche. Des rapins ont entraîné 2 filles, des modèles, à la campagne pour un pique-nique leste.
Plusieurs tableaux de Vermeer montrent des hommes ou des femmes accomplissant des gestes énigmatiques. Ainsi l'astronome, ou encore la femme à la balance. Que pèse-t-elle vraiment? De l'or ou le destin de son enfant à naître? Catégorie particulière, les œuvres abusivement baptisées. Un tableau célèbre de Carpaccio, conservé au musée Correr à Venise, représente deux femmes assises sur une terrasse. Comme elles s'exposent à l'extérieur avec nonchalance, qu'elles sont richement habillées, on en a déduit qu'il s'agissait de deux prostituées, et l'œuvre a longtemps été baptisée Deux courtisanes. Un élément toutefois intriguait. Dans le pot à gauche, sur la balustrade, la tige d'une fleur était coupée nette, ce qui n'était pas l'usage en peinture en ce temps-là. Un petit panneau intitulé « Chasse sur la lagune » est conservé au musée Getty à Malibu. Des hommes montés dans plusieurs barques chassent le canard. Curieusement, au bas du tableau, un lys se détache sur l'eau. Un conservateur eut l'idée de rapprocher les deux tableaux. Ils se complétaient exactement. C'était un volet vertical qui, à une époque, avait été scié en deux afin d'être mieux vendu. L'histoire racontée par le peintre était plus simple. Deux femmes nobles prennent le frais sur le balcon de leur palais, tandis que les hommes sont à la chasse au canard sur la lagune. Étrange mise en scène. Étrange attitude des femmes. Que font-elles? Que signifient ces gestes oubliés aujourd'hui? Quelle histoire nous est contée? Le tableau est resté longtemps énigmatique, suscitant des interprétations érotiques. Comme une scène de théâtre. Deux rideaux rouges s'ouvrent sur deux femmes, torse nu, même attitude légèrement distante, même geste délicat, un peu maniéré. Au fond de la pièce, derrière elle, bien en évidence, se détachant sur un fond sombre, une autre femme, tout occupée à son ouvrage. Les deux femmes sont dans leur baignoire tapissées d'un drap. La brune, d'un geste délicat, tient entre ses doigts le tétin de la blonde qui demeure impassible. Celle-ci nous montre une bague. En fait, la blonde est Gabrielle d'Estrées, la brune, la duchesse de Villars, sa sœur. Pinçant le tétin de Gabrielle, elle indique que celle-ci est enceinte. Gabrielle, tenant une bague, veut prouver qu'elle est enceinte d'un homme auquel elle est liée par un serment. Cet homme est le roi Henri IV, dont Gabrielle est devenue la favorite à l'âge de 19 ans. Gabrielle attend son premier enfant, le futur duc de Vendôme. Au fond, une dame de compagnie est occupée à coudre la layette. Une histoire peut se raconter en peinture sans nécessairement mobiliser des personnages. Un décor, des objets peuvent à eux seuls avoir une force narrative aussi importante. Van Gogh, Les souliers. Histoire sans personnage, certes, mais pas une histoire sans parole. Deux brodequins usés, déformés, avachis, lacets défaits, posés de face l'un près de l'autre sur un sol clair. Image insolite. Pourquoi prendre tant de soin à peindre ces objets sans beauté? Ont-ils quelque chose à dire? Évidemment, ils parlent du peintre qui vient de quitter Anvers pour s'installer à Paris. Ils parlent aussi de sa pauvreté et de la fatigue de celui qui marche sans cesse à la recherche du motif. Moulin de la Galette. Environ de Paris. Asnières. Mais l'usure de la chaussure n'est pas l'usure du peintre. Van Gogh, à Paris depuis quelques mois,
découvre avec enthousiasme les impressionnistes. Il se lie d'une profonde amitié avec Pissarro. Il peint aux côtés de Signac sur les bords de la Seine. La pauvreté n'est pas nécessairement la tristesse. Vieux les brodequins, bien sûr, mais posés sur un fond lumineux, une lumière qui semble laisser sa trace sur les chaussures elles-mêmes. Il n'y a qu'un Paris. Et bien que la vie soit difficile, si même cela devait encore s'aggraver, devenir encore plus difficile, l'air de France éclaircit les idées et fait du bien, beaucoup de bien, tout le bien du monde. Van Gogh, lettre à un ami. Ces vieilles chaussures qui nous font face semblent être imprégnées de souvenirs de voyage, comme le sont ces vieilles malles décorées d'étiquettes des douanes des pays lointains, évocatrices de rêves et précieusement conservées. Calme, silence, douceur, immobilité. Un camailleux d'ocre clair posé en aplat. Les volumes sont suggérés par les traits atténués du dessin et par quelques ombres discrètes, évitant tout heurt. Seule touche plus soutenue, le visage aux yeux clos et les cheveux. Au-dessus, une croix ocre brun rouge comme les cheveux. Elle est en partie cachée par ce qui pourrait être un baldaquin. L'impression de calme tient à la stabilité de la construction. Lignes horizontales du sommier et du baldaquin, coupées par la verticale de la croix. Et courbe adoucie en lassant le dormeur ou l'enfant malade au creux d'un paisible vallon. Simplicité d'une petite scène mise en image par Édouard Vuillard. À l'opposé, la mort de Sardanapale, un vaste tableau de près de 4 mètres sur 5. Couleurs, contrastes, mouvements, accumulation de corps et d'objets. Mort et violence tourbillonnent autour d'un homme, allongé. Il semble assister avec calme au tumulte qui l'entoure. Assiégé dans son palais, Sardanapale, roi légendaire d'Assyrie, donne l'ordre d'égorger ses femmes et ses chevaux. Rien de ce qui a permis ses plaisirs ne doit lui survivre. Poignard à la main, les gardes se saisissent des femmes pour les égorger. Corps renversé en mouvement serpentin, qui surgit au premier plan et se cabre. Femme au bord du lit, offerte à la mort, les bras en croix. Tout est instabilité, tourbillon, violence. Et à ces heurts des corps et des objets répondent les heurts des couleurs éclatantes. Le tableau a scandalisé les premiers spectateurs. Pourtant, le spectateur est le partenaire indispensable du peintre. Ce que Marcel Duchamp formulera, ce sont les regardeurs qui font le tableau. Et le peintre sollicite leur participation par les ruses les plus diverses. Dans une alcôve tendue d'un lourd rideau rouge, une femme nue, de dos, est allongée. Une femme sans visage. Il est escamoté en un profil perdu. Elle semble s'être mollement allongée là pour le simple désir de s'offrir à celui qui veut bien la contempler, dans tout l'éclat de sa beauté. À côté d'elle, un amour ailé tient un miroir. Elle est donc peut-être Vénus. Mais cette Vénus au miroir est brune, et non blonde, comme il est d'usage. Et son corps gracieux, à la taille fine, est bien éloigné du canon de beauté des peintures allégoriques de l'époque. Velázquez a certainement peint d'après un modèle, peut-être l'une des maîtresses du roi Philippe IV d'Espagne. Autre détail d'importance, un visage se reflète dans la glace tenue par l'amour.
Cette Vénus ne semble pas se mirer, mais plutôt nous regarder, nous, le spectateur, par miroir interposé. Et ce visage souriant qui se détache dans l'axe exact des hanches et du regard du spectateur est une invitation supplémentaire. L'histoire racontée par le peintre à travers cette femme sensuelle et racoleuse ne laisse d'ailleurs pas le spectateur indifférent. En 1914, une femme lacère le dos et la taille de la belle dénudée, au nom de la lutte pour l'égalité entre hommes et femmes. Le sacre de Napoléon a lieu à Notre-Dame le 2 décembre 1804. 3 ans plus tard, David immortalise la scène par une toile monumentale de 6,10 mètres de haut sur 9,30 mètres de large. Mais quelle histoire raconte donc le peintre? Sur les tentures, des couronnes de laurier dorées entourent la lettre N. Laurier dont est couronné Napoléon. Le profil rappelle les portraits de l'empereur romain Tibère. Napoléon lève la couronne qu'il s'apprête à déposer sur la tête de Joséphine de Beauharnais, agenouillée devant lui. Derrière Napoléon, assis, le pape bénit cet instant. Dominant la scène, Laetitia, mère de Napoléon. Elle sourit, l'air approbateur. Dans la loge supérieure, un homme, crayon en main. C'est le peintre David lui-même. Par ce geste, il semble indiquer au spectateur que son témoignage est fidèle. Vérité ou mensonge? Moment véridique de la grande histoire ou histoire réécrite par l'acteur principal, Napoléon? Le spectateur peut-il se fier à ce que ses yeux voient, à ce que le peintre l'incite à croire? Laetitia ne souriait pas. Elle n'était même pas dans la loge. Elle était à Rome auprès d'un autre fils, Lucien. Hostile au Beauharnais, elle boudait la cérémonie. Et puis le pape avait une toute autre attitude. En effet, quelques instants plus tôt, Napoléon s'était saisi de la couronne pour se couronner lui-même. Le pape et les évêques avaient été pris de stupeur. D'ailleurs, dans ses esquisses, David avait montré le pape les mains sur les genoux. Napoléon exigea la modification, affirmant, dit-on, « Je ne l'ai pas fait venir de si loin pour qu'il ne fasse rien. » Autre mensonge. Les sœurs et belles-sœurs de Napoléon ne posaient pas souriantes et admiratives à la place d'honneur. Elles avaient été contraintes par Napoléon à tenir le lourd manteau d'hermine de Joséphine. Elles étaient furieuses. David met à leur place 2 dames d'honneur. Quant à Joséphine, de 6 ans l'aînée de Napoléon, elle a alors 41 ans. David, retouchant le dessin préparatoire, en fait une très jeune femme. Mais la peinture avait toujours pratiqué à la fois vérité et mensonge, pour le plus grand bonheur des yeux. Le cinéma reprendra en les amplifiant toutes les potentialités de la peinture. Et racontant des histoires, il sera toujours à la fois dans la vérité du documentaire, en ouvrant des fenêtres sur le monde, et dans les mensonges de l'imaginaire, en suscitant des personnages de rêve.